Qui parmi vous n'a jamais rêvé de devenir James Bond? D'enfiler un masque pour se créer une nouvelle identité ou de commander un vodka martini, secoué mais pas remué? Eh bien, à la Grande Tribune, ce n'est pas un Anglais que nous avons infiltré, mais bien un ex-espion russe dont les secrets se dégustent à la vodka, c'est-à-dire une gorgée à la fois. Réfugié politique français pour avoir distillé les secrets d'État russes, Sergueï Girnov nous fait l'honneur d'être notre invité et a accepté de partager son expérience au sein des services secrets. Mais alors, comment est-il devenu espion? Eh bien, pendant qu'à 12 ans, vous comptiez vos billes à la récré, Sergueï Girnov, lui, à 12 ans, était déjà repéré par le KGB. Sa maîtrise parfaite de l'anglais lui a servi de ticket d'entrée, et non, ce n'est pas une excuse trouvée pour vous inciter à mieux travailler. Et si vous souhaitiez demander à notre invité comment garder une identité secrète, c'est raté. Alors que chacun se prête au jeu de la légende et voue un culte sacré à ne jamais révéler sa véritable identité, Sergueï Girnov, lui, ne joue pas dans la discrétion. Il devient au contraire journaliste sous son vrai nom. Garder sa véritable identité, c'était tellement gros que c'est passé. Notre ex-espion du KGB, journaliste, politologue et désormais écrivain, alarme dans son dernier livre « L'escalade » sur les possibles dérives du conflit ukrainien et de l'emploi de l'arme nucléaire par le Kremlin. Poutine, vous le connaissez puisque vous sortez diplômé de l'Institut Andropov, l'établissement de formation au renseignement extérieur la même année. Vous posez ainsi vous-même la question dans la couverture de votre livre « Poutine est-il fou ?» Somme toute, est-ce l'OTAN qui joue un jeu agressif de politique d'extension dont la Russie est victime? Ou bien s'agit-il d'un prétexte de Poutine pour assouvir sa soif de restauration de l'Empire? Finalement, la Russie de Poutine, c'est son rêve impérial de lui redonner sa puissance d'antan, plutôt Icare qui se brûle les ailes pour avoir volé trop près du soleil, ou plutôt Phénix immortel qui ne cessera de renaître de ses cendres. Avec nous pour en parler, je vous propose d'accueillir notre invité, M. Sergueï Girnov. Vous m'entendez? Un, deux, trois. Sergueï Girnov n'est pas espion qui veut et nous imaginons bien qu'il ne suffit pas de déposer son CV pour intégrer le KGB. Mais alors, si c'est le KGB qui vous choisit, quelles sont les qualités requises pour devenir espion? Bonjour à tout le monde. Déjà, aujourd'hui, vous pouvez déposer le CV. Il n'y a aucun problème. Ils ont créé les sites internet, ils ont créé les emails, les points de contact. Et vous pouvez aller sur les sites du SVR, je vous le déconseille, ou de la DGSE et déposer le CV. À mon époque, ça n'existait pas, bien évidemment, et le KGB, lui, il choisissait, ses espions. La raison est très simple, déjà pour ça. Moi, j'ai trouvé une explication. Si vous avez un cartel de la drogue en Colombie, est-ce qu'il choisirait comme ses officiers ou ses agents les gens qui aiment se droguer? Bien évidemment, vous avez compris que non, puisque si vous avez l'accès à la drogue facile, à ce moment-là, ils ne vous prendront jamais parce que vous allez consommer tout ce qu'ils produisent et il n'y aura plus rien à vendre. Pour les services d'espionnage, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas les gens qui aiment profiter du secret parce que l'espionnage, c'est quand même une activité criminelle. Et donc, en réalité, ils prennent des gens qui sont les gens tout à fait ordinaires, très respectueux des lois, et ils les obligent, en fait, à violer cette loi ailleurs, pas chez lui. En fait, n'importe quel service d'espionnage dans n'importe quel pays du monde vous recrute, vous n'avez pas le droit de faire de l'espionnage dans votre pays, parce que c'est criminel, c'est répréhensible. Mais vous allez ailleurs
et ailleurs, on vous donne carte blanche. Les qualités pour le faire, première qualité, il faut parler une langue étrangère. Parce que si vous faites de l'espionnage à l'extérieur, si vous ne savez pas parler une langue étrangère, comment vous allez aborder les gens, comment vous allez les recruter, comment vous allez échanger avec eux, comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils vous donnent, et leur faire comprendre ce que vous voulez d'eux. Donc, parler une langue étrangère. Première chose. Deuxième chose, l'espionnage, c'est une relation avec les personnes. Donc, vous recrutez les gens, vous les manipulez, et vous les amenez à trahir tout ce qui est de plus cher chez ces personnes, c'est-à-dire leur famille, leur entreprise, leur pays, pour un autre pays étranger. Et donc, il faut manipuler les gens. Donc, il faut connaître déjà la nature humaine, être psychologue, pour comprendre comment manipuler les gens, comment les comprendre, comment trouver les faiblesses, comment trouver les forces de ces gens-là, pour les amener à vous rendre service, à rendre service à votre pays. Ensuite, l'espionnage, c'est pour la grande majorité des cas, c'est quelque chose qui se passe à l'international. Donc, vous avez entendu parler de la géopolitique, de la géostratégie, des rapports entre les pays. Et donc, il faut bien connaître cette thématique-là. Donc, il faut lire un peu les manuels dans ce sens, les livres dans ce sens, s'intéresser aux relations internationales, regarder les documentaires, regarder les films aussi, parce que les films, ça peut aider. Hein. C'est l'envol. Ils sont où nos deux oiseaux? Donc voilà, ça vous prépare, si vous voulez, pour cette carrière. Voilà, donc ça, c'est les principales qualités. Et je dirais que pour en terminer, la qualité très importante pour un espion, quelqu'un qui travaille dans le renseignement, c'est aussi être très observateur, savoir prendre le temps de regarder, de juger, d'analyser, de synthétiser. Voilà, et puis après, vous faites... Parce que c'est aussi un métier un peu chiant, il faut bien le dire, parce que vous avez parlé de James Bond. En réalité, dans la vraie vie, on ne fait jamais de James Bond. J'ai mon co-auteur avec lequel on a fait le livre KGB, DGSE, deux espions face à face en 2021, François Baroux, qui lui a écrit sa bio et il a intitulé sa bio « James Bond n'existe pas ». Et donc je lui en veux pour ce titre parce que c'est un excellent titre, parce qu'en réalité, James Bond n'existe que dans le cinéma. Et dans la vraie vie, vous passez beaucoup de choses, beaucoup de temps quand vous êtes dans le service d'espionnage à faire de la paperasse. C'est un métier très bureaucratique parce qu'il faut écrire beaucoup de choses. Et finalement, c'est un métier qui, contrairement à la chose qui nous vient le plus rapidement à l'esprit, c'est un métier d'information. Ça veut dire votre travail, c'est l'information. Et donc, il faut savoir aussi écrire cette information pour après la donner à votre service. Ah, il y a déjà une question. Alors, je suis désolée, on prendra juste les questions à la fin de l'intervention, si vous le permettez. Voilà. Je vous remercie. Question suivante. Avez-vous déjà eu peur pour votre vie et pourriez-vous nous raconter une situation complexe à laquelle vous avez dû faire face ? La peur pour ma vie, je vais décevoir les gens, hein, parce qu'il faudrait que je leur dise oui, j'y ai sauté en parachute. J'ai sauté en parachute d'ailleurs, c'est vrai, c'est la première chose qu'on fait. Lorsque vous rentrez à l'Institut Andropov, en fait, vous passez 3 semaines de stage de commando. Moi, j'ai passé mon stage de commando dans la division de Toula, la division des parachutistes. Et donc, on nous fait sauter une fois avec le parachute. Et c'est un test, en fait, c'est un exercice éliminatoire. Dans notre promotion de 80 personnes de ma faculté, il y a eu 2 personnes qui n'ont pas réussi à surmonter la peur de sauter parce qu'en fait, on vous met dans une carlingue soviétique absolument pas sûre. Donc, on vous met à 2000 mètres d'altitude et après, avec un vieux parachute qui n'existe plus. C'est pas parapente. Parapente, vous pouvez la diriger. Nous, on nous donne un parachute. C'est un truc énorme, mais vous pouvez absolument rien faire. Avec ce parachute, vous pouvez tomber dans une rivière, vous pouvez tomber sur un arbre. Et donc, c'est quand même assez
assez dangereux. Voilà. Donc, sinon après, beaucoup d'études. Donc, c'est comme une école, c'est comme une université, l'Institut Andropov. D'ailleurs, avec Poutine, on a fait 2 facultés différentes, hein, parce que lui, on a une différence de 9 ans. Lorsqu'on est arrivé en 1984 dans cette école, lui, il était déjà commandant, il avait déjà le grade militaire. Oh, salaud! Il avait déjà le grade militaire de commandant, donc il a servi déjà à Leningrad pendant 9 ans dans le service de contre-espionnage, et lui, il fallait juste 1 année de formation pour l'espionnage, tandis qu'à moi, on m'a donné à apprendre une nouvelle langue étrangère, l'espagnol, et donc j'étais dans la faculté différente avec lui. D'ailleurs, lui, il a raté ses carrières d'espion, parce qu'au bout d'1 an, on lui a dit il n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Et sous le coup de l'émotion, il peut prendre des décisions qui sont dangereuses pour lui et pour le service. Et donc, du coup, le service d'espionnage n'a pas voulu de lui. On l'a renvoyé à Saint-Pétersbourg, à Leningrad, en 1985. Mais le KGB, c'est une énorme organisation. Et du coup, on ne l'a pas mis à la porte, hein. On dit on va l'utiliser autrement. Et donc, avec un petit piston, il est parti en RDA. La République démocratique allemande, qui n'existe plus, c'était l'Allemagne de l'Est, communiste. Et dans cette Allemagne de l'Est, on l'a envoyé dans la petite ville de Dresde, dans une petite cellule de 5 personnes où il végétait. C'était pas très intéressant ce qu'il faisait, voilà. Mais après, on me dit, mais il a raté sa carrière d'espion, mais il est président depuis 23 ans de Russie, d'un pays un des plus grands du monde et très puissant, avec la moitié de l'arsenal nucléaire mondial. Et donc, tu es juste jaloux de lui parce que... et donc, tu le présentes comme ça. En fait, je ne suis absolument pas jaloux de lui. Et je trouve que, tout simplement, il est dangereux pour le monde. Et il avait une énorme possibilité pour notre pays parce qu'il a eu quelque chose qu'aucun président russe n'a eu. C'est-à-dire, il arrive en 2000... Et l'envol économique chinois a fait que tous les prix des matières premières ont augmenté. Et donc la Russie, comme pourvoyeur de matières premières, s'est retrouvée avec énormément d'argent. Donc on parle entre 2 et 3 000 milliards de dollars, voire même plus, hein, que le pays a pu gagner. Et donc avec cet argent, Poutine aurait pu construire un pays beaucoup plus moderne, beaucoup plus développé, beaucoup plus démocratique. Il a choisi de ne pas le faire. Il a choisi de partager cet argent avec ses potes et finalement a commencé une guerre dans laquelle il n'avait aucun intérêt et laquelle il ne pouvait pas gagner. Pour en savoir un petit peu plus sur vous maintenant, peut-on avoir une vie privée lorsque l'on est espion? Peut-on parler de son métier à sa famille, à ses proches ou même se marier? On est des humains, donc on n'est pas des robots, donc bien évidemment on a tous la vie privée, la vie intime, et donc les espions ne sont pas les exceptions. D'ailleurs, la majorité des espions sont obligés d'avoir une vie normale familiale. C'est pour vous dire que la grande filière de l'espionnage, enfin celle qui est la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle l'espionnage légal. Ce n'est pas parce que les gens font quelque chose qui est légal, parce que je vous ai dit, l'espionnage, c'est une activité criminelle. Mais on le fait à partir d'une base légale, c'est-à-dire on utilise les organisations officielles de son pays à l'étranger, qui sont les ambassades, les consulats, les représentations commerciales, culturelles, etc. Et sous cette couverture, on fait de l'espionnage. Et donc, du coup, quand on part dans ces institutions, le service d'espionnage préfère qu'on soit marié, voire avec des enfants. Du temps de l'Union soviétique, il y avait un but à ça, c'est qu'il disait vous, communistes soviétiques, allez partir dans les pays capitalistes où les tentations sont légion. Et donc, vaut mieux que vous soyez mariés avec les enfants, comme ça, vous n'allez pas, après Place Pigalle ou au Bois de Boulogne, trouver les plaisirs de la vie. Vous aurez votre conjointe, votre conjoint à la maison. Voilà. Et donc, dans l'espionnage dit légal, il y a une obligation d'être marié.
D'ailleurs, par exemple, Poutine n'a pas été envoyé à Moscou pour faire les études à l'Institut Andropov tant qu'il ne s'est pas marié à Leningrad. Après, il y a une exception. Et dans l'espionnage, cette exception, c'est ce que vous avez compris en regardant la série Le Bureau des légendes, c'est-à-dire des clandestins. Alors les clandestins, eux, c'est une exception parce qu'ils peuvent ne pas être mariés, et à la limite même, c'est préférable qu'ils n'y soient mariés, parce que lorsque vous partez dans un pays étranger en tant que clandestin, à un moment donné, vous devrez vous légaliser dans le pays, c'est-à-dire vivre, prendre une légende et la faire vivre. Et il n'y a rien de mieux que de rencontrer une personne sur place, de fonder une famille. Et donc, du coup, cette légende va prendre du corps et de la vérité. Et donc, pour le service d'espionnage illégal ou clandestin, on peut ne pas être marié. Après, vous avez le droit parfaitement de dire à votre famille, lorsque vous rentrez au service d'espionnage, que vous êtes un espion. Même, je dirais que c'est une obligation parce qu'ils doivent savoir quand même avec qui ils vivent. Votre épouse doit quand même savoir quand elle part à l'étranger que son mari fait quand même autre chose que d'être le premier secrétaire de l'ambassade ou attaché de l'ambassade, pour prendre les précautions, elle aussi. Mais bien évidemment, ça déteint aussi sur votre famille et ça peut poser par exemple des problèmes pour les enfants. Parce que les enfants, quand ils sont petits, vous n'avez pas le dire que le papa est espion. Parce que vous imaginez, un gamin qui arrive à Paris, par exemple, il peut aller dans une école maternelle française pour faire ses études. Et donc, dans la classe, dans la cour de récré, il va parler avec des copains, il va dire « Mais mon papa, il est espion, hein, et il est plus fort que le tien. Hein. » Donc, voilà. Et donc, pour les petits-enfants, on ne leur dit pas. Mais dès qu'ils sont adolescents, comme vous, on leur dit que... oui, votre père. Après, on choisit la forme peut-être un peu particulière pour l'expliquer. On dit, voilà, papa est un militaire, mais on ne peut pas le dire, c'est un secret. Mais on a le droit de dire à sa famille la plus proche, à ses parents, donc époux, épouse et les enfants. Dans votre livre « L'escalade », que nous vous recommandons vivement, vous évoquez cette obsession de Poutine de restauration de l'Empire et vous interrogez sa folie meurtrière lorsqu'il évoque l'emploi de l'arme nucléaire. Finalement, pensez-vous qu'il puisse appuyer sur ce fameux bouton rouge s'il est en passe de perdre ? Pour la première partie de la question, chanter l'Empire russe, en fait, Poutine, il change de discours tout le temps. Et parce que quand il est arrivé, par exemple, au pouvoir en 2000, il a dit que la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, c'était la disparition de l'Union soviétique. Et bien évidemment, on pouvait en tirer la conclusion comme quoi il regrettait cette disparition de l'Union soviétique. En réalité, pour lui, c'était une façon tout simplement de se racheter, parce que du point de vue de l'Union soviétique, c'est un traître. Poutine est un traître. Parce qu'en 1991, lorsque le KGB a été dissous, le Parti communiste pour lequel le KGB était le bras armé a été interdit et l'Union soviétique a disparu. Normalement, tous les officiers du KGB ont prêté serment de défendre ces trois entités, donc le KGB, le parti et le pays. Poutine ne l'a pas fait. Il y avait l'obligation de prendre des armes pour défendre ce système. On pouvait ne pas être d'accord ou pas d'accord, mais on a prêté serment. Moi, personnellement, moi aussi. Mais j'ai eu de la chance, parce qu'à cette époque-là, moi, j'étais à Paris. J'étais pas très loin d'ici. D'ailleurs, j'habitais à la Sorbonne à l'époque. Et je faisais mes études à l'ENA. Et donc, j'étais sous la légende et sous la couverture. Et quand on est sur le terrain, sous la légende et sous la couverture, on vous dispense des obligations telles que les obligations d'un membre du Parti communiste dont vous voyez le drapeau. Poutine, lui, il était en Union soviétique et donc, en fait, il avait l'obligation de faire ça. Il ne l'a pas fait. Comme d'ailleurs Patrouchev, qui est son secrétaire du Conseil de sécurité, comme Bortnikov, qui est le directeur du FSB actuel, comme Narishkin, qui est le directeur du SVR, le service d'espionnage extérieur actuel, et comme plein de ses copains qui dirigent la Russie actuelle. En fait, ils ont tous trahi ce drapeau, ils ont tous trahi leur serment solennel, ils sont tous devenus les milliardaires et les capitalistes. Et ils dirigent un pays capitaliste qui est l'inverse de ce drapeau. Donc Poutine est un traître. Et donc, pour faire oublier à la Russie
que c'est un traître. Il parle, il pleure comme un crocodile, parce que nous savons très bien que le crocodile pleure, mais en fait, ce n'est pas les vraies larmes. C'est juste une façon d'évacuer un peu d'humilité. Et donc, du coup, Poutine pleurait l'Union soviétique. Et on pensait qu'il allait reconstruire l'Union soviétique. Sauf que pour commencer la guerre, ça c'est le drapeau du Parti communiste de la Russie actuelle, qui est dans l'opposition à Poutine. Donc lui, ancien communiste, il y a un parti qui fait partie du Parlement russe qui est dans l'opposition à Poutine. Donc déjà, il le critique en tant que quelqu'un qui ne soutient pas ses idées. Et par exemple, quand il a voulu commencer cette guerre l'année dernière, enfin la phase militaire et globale de la guerre, parce que la guerre, elle a commencé en 2014, il a critiqué Lénine, le fondateur de l'Union soviétique. Il a dit Lénine, en fait, a créé une république ukrainienne qui n'existait pas réellement. Donc, du coup, il faudra quand même savoir pour Vladimir, soit tu pleures l'Union soviétique, soit tu critiques le fondateur de l'Union soviétique. Et enfin, elle a changé complètement parce que maintenant, il défend l'Empire russe en disant que voilà, l'Ukraine appartenait à l'Empire russe. Et là, c'est très dangereux parce que l'Empire russe, il lui appartenait aussi d'autres terres comme la Pologne, la Finlande et l'Alaska. L'Alaska faisait partie, l'Empire russe a prêté d'abord aux États-Unis, puis après a vendu l'Alaska. Et donc, si maintenant, soi-disant, il défend l'Empire russe, est-ce qu'il va, après l'Ukraine, attaquer la Pologne, attaquer la Finlande ou attaquer l'Alaska? D'ailleurs, les Finlandais ont compris ce discours, la dangerosité de ce discours. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont voulu rentrer dans l'OTAN. Après, Poutine nous menace de la guerre nucléaire. L'année dernière, le 24 février, quand ça a commencé, moi j'ai fait 4 plateaux télé, y compris celui de Cyril Hanouna. Et sur ce plateau, j'ai dit Poutine a parlé de l'emploi de l'arme tactique nucléaire contre l'Ukraine éventuellement. Ça a créé un énorme buzz et on a commencé à me dire, mais c'est... Jolie photo, hein. On a commencé, mais vous racontez n'importe quoi, c'est les choses qui sont complètement interdites. Et je leur ai expliqué que finalement, lorsqu'on a commencé cette guerre, en fait, on lui a dit il n'y aura pas de guerre. Parce que les Ukrainiens attendent les Russes, et quand les Russes vont venir, en fait, ça va se passer comme ça s'est passé pour la Crimée en 2014, c'est-à-dire il n'y aurait aucune résistance, et les Ukrainiens, finalement, ne veulent que les Russes les envahissent pour faire partie avec ce pays qui est le pays voisin et frère. En fait, il ne s'est pas passé cette chose, et donc Poutine n'a pas pu gagner cette guerre immédiatement. Parce que normalement, c'était prévu, en 3 jours, il est à Kiev et toute l'Ukraine est déjà conquise. Et à partir de là, il a commencé à partir du nucléaire. Le nucléaire, il a mis sur le tapis le 27 février. Donc la guerre a commencé le 24. Le 27, il a convoqué le ministre de la Défense Shoigu et le chef d'état-major Gerasimov. Et il leur a dit, mettez en état d'alerte les forces nucléaires. Et donc à partir de là, tout le monde a compris ce que je voulais dire 3 jours plus tôt. Et en réalité, cette menace nucléaire dans la bouche de Poutine, c'est un aveu de faiblesse. Et je ne cesse d'expliquer ça depuis 1 an et demi. C'est que si vous menez une guerre classique, une guerre conventionnelle, et si vous êtes plus fort que le pays avec lequel vous combattez, vous n'avez pas besoin de nucléaire. Sauf qu'on a constaté, on croyait que la Russie était le pays qui possédait la 2e armée la plus puissante du monde, que cette armée pouvait envahir n'importe quel pays, d'ailleurs les pays occidentaux, la France en premier lieu, mais aussi l'Allemagne, la Pologne, les pays baltes craignaient cette invasion russe. Et finalement, en 15 mois, on a compris que la Russie n'a pas d'armée. N'a pas d'armée, n'a pas d'armes qu'elle prétendait avoir, n'a pas de complexe militaire qui peut produire des armes super puissantes. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que depuis 15 mois, quasiment toutes les semaines, soit Poutine, soit quelqu'un de son entourage, Medvedev, l'ancien président,
ou Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité, ou ministre de la Défense Shoigu, remettent encore et encore cette question des armes nucléaires. Et Poutine, par exemple, la dernière initiative qu'il a prise, c'est de transmettre les armes nucléaires à la Biélorussie, le pays voisin, dirigé par un autre dictateur qui s'appelle Loukachenko. Donc pour impressionner l'Occident, pour dire, voilà, je vais quand même les mettre plus près de vous. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Parce que s'il gagnait cette guerre, il n'aurait pas eu besoin de ces menaces. Est-il capable d'appuyer sur le bouton? C'est la grande question. Personne ne le sait. On a peur tous, parce que quand même, ça fait peur, hein, la guerre nucléaire. Je crois que, d'ailleurs, Poutine a tenu en 2018 un discours qui était presque religieux. On pouvait le comparer avec peut-être même des terroristes djihadistes islamistes, parce qu'il a dit en 2018, répondant à la question « Si jamais la Russie est attaquée, est-ce que vous hésiterez à appuyer sur le bouton ?» Il a dit « Non, je n'hésiterai pas à appuyer sur le bouton, parce que de toute façon, si je sais que la Russie va être détruite, le reste du monde ne mérite pas d'exister. Et nous, on ira au paradis, nous Russes, on ira au paradis, et vous allez juste crever. » C'était ça ce qu'il a dit en 2018. Et il y a quand même des gens qui ont regardé ça en disant « Mais il est fou ». Et depuis, on se pose la question, et c'est pour ça d'ailleurs dans mon livre, j'ai reposé dans le dernier livre, l'escalade, j'ai reposé la même question, je l'ai mis sur la couverture, est-il vraiment fou? Parce que c'est très difficile en réalité de répondre, parce que d'un côté, il est fou dans le sens qu'il n'est pas pragmatique. Ça veut dire qu'il a perdu la réalité. Ça veut dire qu'il vit dans une bulle, il s'est créé une bulle, il vit dans cette bulle, et la réalité le gêne. Il ne prend pas compte de cette réalité. Mais justement parce qu'il vit dans cette bulle, même si tout ce qu'il construit lui paraît rationnel, en réalité, c'est une sorte de folie. Mais il est très rationnel dans sa folie. Et c'est ça qui est difficile à percevoir, parce que lorsque vous lui posez les questions, lorsqu'il a le micro à la main, il est cohérent, il dit des phrases qui ne paraissent pas folles, mais en réalité, il est dans sa folie. Et je crois qu'en fait, lui, il a raconté une anecdote de sa vie quand il était gamin. Il avait, je crois, il avait 7 ou 9 ans. Dans sa maison, il s'amusait avec une barre de fer à poursuivre un rat sur l'escalier. Et donc, il courait derrière ce rat, et à un moment donné, le rat était coincé. Et Poutine arrive avec cette barre de fer, et le rat qui était coincé et qui ne pouvait plus reculer, en fait, s'est jeté sur lui et a échappé. Et donc, Poutine, actuellement, est devenu ce rat qui est coincé par les Ukrainiens d'abord et par le reste des 54 pays qui soutiennent l'Ukraine dans leur lutte pour libérer leur propre pays, défendre leurs terres. Et malheureusement, comme Sora, que Poutine lui-même a décrit dans sa autobiographie, il peut nous sauter à la gorge. Peut-être une dernière question avant de passer à celle du public. Selon Poutine, l'OTAN joue un jeu agressif de politique d'extension dont la Russie est victime. Y croit-il vraiment, ou est-ce un prétexte pour élargir sa puissance? C'est un prétexte. C'est un prétexte, mais j'ai l'impression, comme je vous ai dit, qu'il a fini par croire. Ça veut dire qu'en réalité, c'est quelqu'un qui ment tout le temps. D'ailleurs, nous avons une petite anecdote. Si vous voyez Poutine à la télévision bouger les lèvres, c'est qu'il est en train de mentir. Et donc, en fait, il ment assez souvent, mais c'est difficile de mentir et rester une personne normale. Et donc, à un moment donné, pour bien mentir, il faut croire dans ce qu'on ment, si on passe son temps à mentir. Et donc, je crois que Poutine a fini par croire dans les mensonges qu'il raconte. Après, il y a un tout petit peu de vrai par rapport à cette question de l'OTAN dans ce qu'il dit. Parce que bien évidemment,
vous avez étudié peut-être ça dans le lycée, dans les cours d'histoire géo de l'époque de la guerre froide, donc à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, entre 1946 et 1949. Les anciens alliés qui ont combattu le nazisme ensemble, les États-Unis, l'Angleterre, la France et la Russie de Staline, l'Union soviétique de Staline, sont devenus à la sortie de cette guerre ennemis idéologiques, parce que Staline dirigeait un pays totalitaire communiste et tous les autres étaient dans le monde occidental qui était inverse de ce modèle. Et donc le temps a été créé bien évidemment dans cette adversité. C'était une organisation pour répondre à celle qui était créée aussi par le camp de stalinien, quand Staline, après la Deuxième Guerre mondiale, a gardé les pays de l'Est, certains pays de l'Est, donc l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, qui ont formé le pacte de Varsovie. Et donc il y a eu deux blocs qui se sont créés face à face. Mais le bloc de l'OTAN s'est créé, soi-disant, pour se défendre du pacte de Varsovie. Mais le pacte de Varsovie disait la même chose par rapport au pacte de l'OTAN. Donc en fait, on se renvoyait la balle et les deux avaient raison ou les deux avaient tort. En 1991, quand l'Union soviétique a disparu et quand le bloc de Varsovie a disparu, et quand les pays, les anciens pays socialistes et communistes de l'Europe de l'Est ont voulu changer de modèle et sont devenus indépendants de Moscou, logiquement, donc, à la disparition du pacte de Varsovie, on dit mais le pacte de l'OTAN, l'organisation de l'OTAN n'a plus la raison d'être. Et d'ailleurs, c'était un peu le sentiment, parce qu'en fait, les gens qui étaient à l'OTAN, ils se disaient, mais à quoi on sert encore? Parce que, en fait, notre ennemi, c'était l'Union soviétique. Et finalement, ils se sont dit, oui, l'Union soviétique a disparu, mais ce n'est pas pour autant que le danger géopolitique et géostratégique sur la planète a disparu. Donc il y a d'autres dangers qui sont apparus, le terrorisme international, le terrorisme islamiste, etc. Et du coup, ils se sont dit, on va garder quand même l'organisation qui nous sert tout simplement de la défense, parce que nous, en Europe, on n'arrive pas à mettre la défense commune, donc chacun se défend dans le coin, et finalement, c'est l'organisation de l'OTAN qui nous sert de parapluie, surtout de parapluie nucléaire pour les pays qui n'ont pas. Donc en Europe, vous avez la France et l'Angleterre qui ont leurs propres les armes nucléaires, tous les autres n'ont pas. Et donc du coup, ils ont dit, puisque l'OTAN est aussi, il y a une participation des États-Unis de l'autre côté, donc du coup, on va utiliser cette force de l'OTAN pour nous protéger contre d'éventuels ennemis. On craignait aussi que la Chine ne devienne un ennemi plus grand et que la Chine nous attaque. Voilà. Et donc, en quelque sorte, cet OTAN a trouvé une nouvelle vie. Et à cette époque-là, l'OTAN a proposé à la Russie de rentrer quasiment dans l'OTAN. Et la Russie n'excluait pas la possibilité d'y rentrer, y compris même Poutine a dit, la Russie peut-être un jour va rentrer dans l'OTAN. Et donc, si ça s'était passé, ça aurait pu résoudre pas mal de questions. Et puis finalement, Poutine, vers 2007, a changé la voie d'escalade, déjà on peut le dire, de confrontation. Et donc il a dit non, l'OTAN finalement c'est un organisme qui veut envahir la Russie. Et là c'est faux, parce qu'il faut bien que vous compreniez, en fait c'est Poutine à l'intérieur de son pays sentait la faiblesse. Et donc pour se protéger, c'était plus intéressant de se présenter comme victime des ennemis qui sont à l'extérieur, ce qui était faux, parce que la Russie, c'est un pays qui gagne de l'argent avec le commerce international, avec tous les pays du monde, et donc bien évidemment, aucun pays qui fait commerce ne veut détruire l'autre. En fait, on s'intéresse à vous vendez votre produit, et celui qui vend a intérêt à gagner de l'argent. Et la Russie qui ne produit plus pas mal de choses au niveau technologique, avec cet argent, peut acheter aussi les choses qui sont produites ailleurs. Et donc, en fait, les pays qui commercent font rarement la guerre réelle. En fait, ils se font une guerre économique, mais c'est différent, avec des intérêts qui sont communs. Et donc, ce discours, finalement, c'est un discours très inventé et mensonger. Je
vous remercie, Sergueï Girnov. Il nous reste une petite dizaine de minutes. On va peut-être pouvoir passer aux questions du public. On va vous donner le micro qu'on va faire passer. Ah ouais. Donc, du coup, moi j'avais une question. Vous avez dit au début donc, de votre interview que finalement les espions c'était des gens assez ordinaires, ou en tout cas d'allure ordinaire. Dans ce cas, quel a été le procédé pour amener ces gens à compromettre leur morale, en tout cas la morale qu'ils avaient, pour leur pays? Les espions doivent être les gens très ordinaires, effectivement. C'est l'inverse des films. Pour les amener, il y a tout un processus. Donc c'est ça ce qu'on fait dans l'école Andropov, c'est que on vous bourre le crâne avec les idées reçues, en présentant votre pays comme d'abord le pays le plus juste, le plus grand, le plus bon sur la planète, et tous les autres, c'est les salauds qui ne veulent que détruire votre pays et détruire votre mode de vie. Et donc, quand on vous raconte ça pendant des années et des années, parce que moi je suis né dans un pays communiste, donc quand je suis rentré à l'école maternelle, enfin élémentaire, déjà on nous met tout de suite dans une organisation de la jeunesse communiste. Donc on nous donne déjà une petite étoile, donc on commence à raconter que tous les autres autour sur la planète sont des méchants, ils nous veulent à nous à l'intérieur. Et donc du coup, quand on vous explique tout ça, bah, finalement vous comprenez que votre devoir est d'aller, en tant que patriote, en tant que défenseur de votre pays, d'aller à l'extérieur, et y compris faire les choses qui sont interdites normalement, donc ça veut dire criminelles, mais au nom des grands principes, au nom de votre pays, de la grandeur de votre pays, de la défense de votre pays, on vous pousse à commettre ces crimes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais d'ailleurs, ça se passe dans tous les pays du monde de la même manière. Les espions français, c'est exactement la même chose. Les espions anglais, c'est pareil. Les espions israéliens, c'est pareil. Les espions chinois, c'est pareil. Les espions américains, c'est pareil. Oui, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que ce soit au cours de votre carrière en tant qu'espion ou depuis que vous avez le statut de réfugié politique en France, avez-vous déjà été auteur ou victime d'un compromat? Bizarrement, non. Bizarrement, non. C'est quelque chose qui m'a toujours étonné, parce que, effectivement, en 1997, pour couper court à ce passé d'espion, j'ai même fait un procès au service d'espionnage. Donc, on était même dans une confrontation légale devant les tribunaux. Mais ils savent très bien que, d'abord, je n'ai rien trahi. Parce qu'il y a des guguches qui viennent sur mon Twitter ou sur mes profils sur les réseaux Internet en disant très souvent « t'es un traître ». Bah, je leur dis vous êtes des imbéciles, parce que regardez ce qui s'est passé en 91. Le KGB a été dissous par Gorbatchev. Le Parti communiste a été interdit par les pouvoirs politiques de mon pays et l'Union soviétique a disparu. Donc toutes les obligations que j'avais en tant qu'espion par rapport au parti, au service et à mon pays ont disparu. Et donc je leur dois rien du tout. Et donc je ne peux pas trahir 30 ans après quoi que ce soit par rapport à ces entités qui sont disparues. Voilà. Donc après, j'ai oublié déjà. Et donc, en fait, légalement, vous ne pouvez rien me reprocher. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent rien me reprocher. Après, ils auraient pu employer quelque chose d'assez sale, comme ils l'ont fait pour d'autres personnes, mais finalement, non. En réalité, je crois qu'ils ont compris à cette époque-là, ils ont compris que la meilleure arme contre une personne comme moi qui les critique, c'est de m'ignorer. Et donc, tant qu'ils m'ignorent, ils disent non, et en fait, ils ne nous intéressent pas, rien du tout. Tandis qu'il y a d'autres personnes comme Skripal, par exemple. Ils ont essayé même de les tuer en Angleterre.
Mais lui, c'était prouvé qu'il a travaillé pour les Anglais et les Américains, qu'il a fait vraiment la trahison. Il a été condamné d'ailleurs pour ça. Mais contre moi, ils n'ont jamais essayé. Mais il y a autre chose. Vous savez, le compromat, c'est quelque chose qui a double tranchant. Poutine, par exemple, a essayé de le faire contre des gens d'opposition. Il y a un certain nombre de journalistes et d'hommes politiques russes contre lesquels ils ont essayé de faire le compromat. Il y avait une prostituée qui les a piégés sur les réseaux sociaux et ils ont tous couché avec la même fille, une dizaine de personnes, des hauts personnalités. Bon, après, je me pose la question à quoi il réfléchissait quand il tombait dans ce panneau à miel, comme on dit dans l'espionnage, mais c'était filmé. Et lorsque ça a été diffusé, en fait, il y a un de ces personnes qui était Viktor Shenderovitch, qui est un humoriste russe, mais d'opposition. Et en fait, il a fait un sketch là-dessus. Il a dit, mais regardez, en fait, ils ont diffusé le truc, mais moi, j'ai assuré. En fait, à la limite, si moi, j'ai dans le lit avec cette personne-là, ça n'aurait pas fonctionné, ça n'avait pas fonctionné, ça m'aurait fait le tort. Mais comme ça a très très bien fonctionné avec elle, donc en fait, je suis même très fier. Bon, ça fait mal à ma femme, mais autrement, c'est pas compromettre du tout. Et donc finalement, ça s'est retourné contre les gens qui ont essayé de l'organiser parce que ça n'a pas marché. Et en plus, au contraire, en fait, ils ont récupéré, ils ont fait leur popularité en quelque sorte en utilisant ce compromat. Alors moi j'avais une question. C'est quoi votre mission qui a été la plus risquée dans votre carrière d'espion? C'est quelque chose que je raconte dans un autre livre qui s'appelle L'éclaireur. En fait, c'est mon livre autobiographique le plus complet, que je vous recommande aussi. Vous allez être très très déçus de ça. La première fois quand je suis arrivé officiellement, c'était en 1989. Donc je suis arrivé dans un échange franco-soviétique organisé par la jeunesse communiste. Et le service m'a donné une lettre à poster au coin d'une rue. D'ailleurs, dans ce quartier-là, pas très loin d'ici. Et pour poster cette lettre, ils m'ont bassiné plus de 3 mois pour la sécurité, comment faire, comment déjouer la filature, juste pour poster une lettre. Et en réalité, cette lettre était vraiment très, très importante parce qu'à mon avis, elle était dirigée pour un illégal qui était un clandestin qui était en France. Et donc, bien évidemment, si on me prenait avec cette lettre postée, donc le service de contre-espionnage aurait pu suivre cette lettre et arriver à cet illégal. Et donc, c'était vraiment très important pour les services parce que, en fait, dans l'espionnage, l'espion est le plus vulnérable pendant ce qu'on appelle les missions de liaison, de communication. Parce que lorsqu'il est clandestin, lorsqu'il est tout simplement dans sa mission, quasiment, il est protégé par sa légende, il est protégé par sa couverture, et rien ne peut l'arriver, sauf s'il commet une faute. Mais celui qui lui rapporte soit de l'argent, soit de l'information, comme moi, venant de l'extérieur, venant du centre pour faire cette communication, c'est là la partie la plus dangereuse et la plus vulnérable. Et donc, en fait, cette mission, la mission la plus dangereuse que j'ai vécue dans ma vie, c'est poster une lettre. Nous vous remercions pour tous ces échanges, Monsieur Sergueï Girnov. Nous allons continuer avec des échanges informels dans le petit amphithéâtre.